heureux d'être ici aujourd'hui, aux côtés de nos amis de l'association des Bourbaki-les-Verrières, pour commémorer ce 10e anniversaire du sentier didactique Bourbaki. Un travail de mémoire qui est non seulement historique pour évoquer le rôle salutaire de nos autorités de l'époque et pour souligner ce premier haut fait de la toute jeune Croix-Rouge suisse qui a réussi à mobiliser dans un élan exemplaire la population du pays tout entier malgré sa pauvreté. Historique mais aussi très actuel pour rappeler les affres de la guerre à un moment où les élites du monde entier, dans une schizophrénie hallucinante, s'apprêtent à y engouffrer leur jeunesse, à un moment où, je le crains, la Suisse retire au monde ses bons offices censés adoucir les maux à venir. Pour rappel, le 1er février 1871, défaites par l'armée prussienne, les troupes françaises du général Bourbaki, épuisées, malades, affamées, en tout 87 847 hommes, 2467 officiers et 11 800 chevaux trouvent asile en Suisse. Merci Martine pour ces chiffres très précis où on sait même que 28 000 hommes ont passé à Valorbe, 12 465 hommes et 1236 chevaux à Sainte-Croix, 11 000 hommes à la vallée de Joux et ici aux Verrières 37 000 hommes et 6 300 chevaux. Je parle sous ta haute supervision Martine. Cet épisode tragique concrétise à grande échelle sur le terrain la vision d'Henri Dunant, portée au pas de charge avec ses 4 autres collègues du comité genevois, Gustave Moignet, Théodore Maunoir, Louis Appia et le général Dufour. Pour ce dernier, 2025 marque aussi un anniversaire important, c'est celui du 150e de sa mort, une occasion pour nous de nous pencher sur sa contribution dans la création du Comité international pour le secours des militaires blessés, futur Croix-Rouge. À titre de préambule, pour ceux qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir cette personnalité hors du commun, je vous signale qu'on a un site internet qui est www.salon-dufour.ch et dans la page 57 de cet album, on trouve un chapitre sur la Croix-Rouge. À noter que le Poste suisse a dévoilé le 8 mai dernier, dans la maison du général Dufour, un timbre commémoratif Guillaume-Henri Dufour, 88 ans après le premier timbre qui avait été fait en 1937, date de sa naissance. En scannant le timbre, on peut trouver un petit clip qui vous montre la vie et l'œuvre de Dufour en 6 minutes, 7 minutes chrono, et je vous propose peut-être de le visionner.
la Société des Amis du Musée de la Bibliothèque et de l'Histoire de X, l'École Polytechnique de Paris, qui est à Palaiseau, a emboîté le pas du timbre suisse en créant un timbre français, au même moment, intitulé Dufour, ce polytechnicien devenu général suisse. Histoire de rappeler que le Genevois Dufour, né en exil à Constance, alors autrichienne, avait été français avant d'être suisse. Pour ce chapitre consacré à la contribution du Dufour à la Croix-Rouge, tout d'abord je me présente, je m'appelle Marc Stouder, je préside la Fondation pour la conservation de la maison du général Dufour à Genève et l'une des 33 associations qui est hébergée dans la maison Dufour, les salons du général Dufour qui sont chargés de la vie et de l'œuvre de Dufour. Et puis ce soir, aujourd'hui pour cette présentation, on a voulu mettre l'accent sur des textes importants dont on sait qu'ils existent mais qu'on n'a jamais pu vraiment découvrir la teneur. Et pour cet exercice, je vous présente mes deux complices de ce jour qui sont, je les remercie de s'être prêtés à cet exercice et pour leur disponibilité. Tout d'abord le colonel John Ling de la vieille garde de l'association des sous-officiers de Genève qui prêtera sa voix au général Dufour, et le docteur Cédric Cotter, historien aux archives et bibliothèques du CICR, qui prêtera la sienne à Henri Dunant. Donc je vous dis simplement que M. Dunant est un petit peu plus petit que M. Cotter. Les gens cherchaient un lien. Voilà. Je vous propose de débuter cette aventure de la Croix-Rouge en 1859, date à laquelle Dufour est nommé pour la 4e fois commandant en chef des troupes fédérales pour la protection de la frontière avec l'Italie lors des guerres du Risorgimento pour l'unité italienne. Pour permettre aux personnes présentes dans la salle qui connaîtraient mal les spécificités de notre défense, je précise en Suisse qu'on n'a pas de généraux. Le grade unique de général est remis au commandant en chef des troupes fédérales en cas de mobilisation, et aussitôt que la mobilisation est achevée, le général remet modestement son grade et rentre dans le rang. Mais revenons à Henri Dunant, homme d'affaires genevois à la tête de la société financière et industrielle des moulins de Mons-Gemila à Saint-Arnaud, qui est aujourd'hui El-Eulma, qui essaye désespérément de rencontrer l'empereur des Français pour lui arracher une concession de chute d'eau en Algérie pour faire tourner ses moulins dans la région du Wilaya de Sétif, où il a ses plantations. En 1859, apprenant que Napoléon III guerroie dans la région de Montreux, aux côtés des troupes du royaume Sardaigne-Piémont-Savoie, contre les Autrichiens, il va se rendre en Lombardie. Et le soir du 24 juin, il se trouve dans la ville de Castiglione, où quelques 9000 blessés vont arriver. Mais que s'est-il donc passé? Alors à quelques 10 km de là, à Solferino, s'est déroulée une bataille improbable qui a mis en face à face environ 170 000 franco-sardes et 150 000 autrichiens. Aucun des deux camps ne sait qu'il a à faire face à toute l'armée adverse. Les Autrichiens croient avoir affaire à l'avant-garde ennemie, tandis que les Français pensent avoir à se frotter à l'arrière-garde d'une armée en repli. L'historien Jean-Jacques Langendorf, biographe du général Dufour, nous indique que la bataille fut longue et harassante, que les combats ont duré de 4 h le matin à 5 h, 5 h 30 du soir, que les Autrichiens n'ont rien mangé, rien bu depuis 17 h, en portant des sacs de 35 kg par des chaleurs épouvantables. Et c'est finalement un orage magistral qui va mettre fin au combat. Ce qui caractérise l'horreur de cette bataille, c'est pas tant le pourcentage des pertes, qui est en ligne avec les autres combats, mais le nombre de morts induit par la masse des troupes en présence. Et par l'absence aussi de soins pendant toute la durée des combats. Donc il faut attendre le début de soirée pour que s'organisent les secours. Presque tous les chars du pays ont été réquisitionnés par les Autrichiens et les moyens de transport de l'armée française sont très insuffisants en comparaison de la masse effrayante des blessés. Certains attendront 2 à 3 jours avant d'être entreposés, le mot est terrifiant, à Castiglione, où l'encombrement est indescriptible. Monsieur Dunant
Pouvez-vous nous relater ce que vous avez vu? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas directement assisté à la bataille, mais je peux vous décrire l'horreur dont j'ai été témoin. L'hôpital de Castiglione, l'église, le cloître et la caserne San Luigi, l'église des Capucins, la caserne de gendarmerie ainsi que les églises Maggiore, San Giuseppe, Santa Rosalia sont remplies de blessés qui y sont entassés et couchés seulement sur de la paille. On met aussi de la paille dans les rues, dans les cours et sur les places. Les maisons particulières ne tardent pas à être elles-mêmes occupées. Le lendemain, le nombre de convois de blessés devient si considérable que l'administration, les habitants et les détachements de troupes laissés à Castiglione sont absolument incapables de suffire à tant de misère. Si la veille on manquait de tout, on a maintenant de l'eau et des vivres, mais les blessés meurent de soif et de faim, faute de bras pour les distribuer. On a de la charpie en abondance, mais pas assez de mains pour l'appliquer sur les plaies. Imaginez-vous que l'armée française comptait 3 médecins et 6 médecins auxiliaires seulement pour plus de 9000 blessés. Je suis intervenu directement auprès de l'état-major français afin qu'on libère les médecins et chirurgiens autrichiens prisonniers pour leur permettre de soigner les soldats des deux camps. Ce sera le cas environ 4-5 jours après la bataille. Pendant plusieurs jours, jour et nuit, je suis confronté à l'horreur absolue. Dans la seule Chiesa Maggiore, où j'essaie justement d'aider les blessés, s'entassent plus de 500 blessés qui crient, gémissent et agonisent. Je leur donne à boire, les lave, ponce leurs blessures et leur distribue tabac, tisane et fruits. Ici est un soldat, entièrement défiguré, dont la langue sort démesurément de sa mâchoire déchirée et brisée. Il s'agite et veut se lever. J'arrose d'eau fraîche ses lèvres desséchées et sa langue durcie. Saisissant une poignée de charpie, je la trempe dans le seau que l'on porte derrière moi et je presse l'eau de cette éponge improvisée dans l'ouverture informe qui remplace sa bouche. Ce qui m'importe désormais, c'est de porter secours aux soldats blessés sans distinction de nationalité. Tutti fratelli, comme disaient les femmes de Castiglione, venues à la rescousse en suivant mon exemple. On sait, Monsieur Dunon, que ce cauchemar vous a hanté et que 3 ans après, en 1862, vous publiez à compte d'auteur un souvenir de Solferino que vous allez essaimer auprès des gens influents dans toutes les cours d'Europe. Toutes mes félicitations. Ce livre est vraiment très bien construit. Il est divisé en 2 parties. Vous pouvez peut-être nous en parler? Oui, bien entendu. Et François Bugnon, ancien délégué, historien et membre honoraire du comité du CISA, l'a fourni un résumé. La première partie est un récit de deuxième main. Comme je l'ai dit, je n'ai pas directement assisté à la bataille, puis je suis arrivé à Castiglione le 24 au soir, donc une fois que la bataille était terminée. Et d'ailleurs, qui peut dire qu'il a assisté à une bataille de cette ampleur dont le front s'étend sur près d'une vingtaine de kilomètres du nord au sud? C'est la raison pour laquelle mon récit varie en fonction des publications. Par contre, en deuxième partie, je témoigne réellement de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait, de ce que j'ai expérimenté. La souffrance des blessés, l'absence de soins, l'abandon, les hommes qu'on laisse mourir sans aucune assistance. J'ai donc voulu opposer ces 2 parties pour dénoncer la totale injustice de l'État qui attend que le soldat accepte tous les sacrifices pour sa patrie et au moment où il est blessé, il perd toute valeur militaire. Il a cessé de compter, plus personne ne s'intéresse à lui et on le laisse mourir. J'ai donc terminé mes propos par 2 propositions. La première consiste à former des volontaires qualifiés en temps de paix, ce sera la base de l'institution de la Croix-Rouge, tandis que l'autre s'attache à protéger ces volontaires ainsi que les blessés sur le champ de bataille. Elle sera à l'origine de la première et des conventions de Genève. Monsieur Dufour, de votre côté, je crois savoir que 15 ans auparavant, dans la guerre du Sonderbund civile, lors de laquelle vous vous êtes signalé par votre retenue exemplaire qui nous a valu l'admiration du pays tout entier, et le surnom de pacificateur qu'avant vous, seul Nicolas de Flue avait eu. Lors de votre offensive sur Lucerne, en novembre 1847, vous avez été confronté à ce problème de soins aux blessés sur les champs de bataille. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, en effet, le 14 juin 1848, dans mon rapport général du commandant en chef des troupes fédérales sur l'armement de campagne de 1847, mon rapport après la guerre, lorsque j'ai remis mon commandement, j'avais relevé: c'est ici le lieu de reconnaître les grands services qu'une société zurichoise a rendus en venant chercher avec des voitures très bien construites et accompagnées de personnes dévouées
une grande quantité de blessés pour les transporter dans l'hôpital militaire de Zurich. Ces dignes personnes étaient infatigables et prodiguaient leurs soins aux malheureux blessés. Quant au transport des blessés du champ de bataille dans les ambulances et de là dans les hôpitaux, toutes les prescriptions réglementaires manquent encore. Et il semble pourtant convenable de bien organiser ce service. Il faudrait des hommes spécialement destinés à cela, les fraternes ne pouvant suffire. Il faudrait de plus un train de voiture convenablement construite et placée sous une bonne direction pour le transport des blessés. Aussi, Monsieur Dunant, lorsque j'ai reçu votre livre, j'ai été très réceptif à vos propositions. Je m'en étais d'ailleurs ouvert à vous dans une lettre du 19 octobre 1863 que je vous avais adressée. Il faut que l'on voie par des exemples aussi palpitants que ceux que vous rapportez ce que la gloire des champs de bataille coûte de tortures et de larmes. On n'est que trop porté à ne voir que le côté humanitaire et à fermer les yeux sur ces tristes conséquences. Il est bon d'attirer l'attention sur cette question humanitaire et c'est à quoi vos feuilles me semblent éminemment propres. Un examen attentif et profond peut en amener la solution par le concours des philanthropes de tous les pays. Mais, tout en admettant la beauté de votre projet, je me rappelle toutefois m'être montré assez sceptique sur sa mise en œuvre pérenne. Sans doute qu'une association du genre de celle que vous avez conçue l'idée serait bien désirable, mais sa réalisation rencontre de grandes difficultés. Elle ne peut guère être que temporaire et locale. Il faut un moment de crise pour donner naissance au dévouement. Comme évoqué, il s'était formé à Zurich en 1847 une association de secours qui nous a été bien utile au combat de Gislicon et dont j'ai accepté avec reconnaissance la coopération pour le transport des blessés. Mais cette association était, pour ainsi dire, sur les lieux et elle s'est dissoute au retour de la paix. Il est donc difficile d'imaginer comment de semblables corporations pourraient être permanentes et suivre les armées dans des guerres lointaines. Mais il ne faut pas désespérer du succès. Votre livre, Monsieur Dunant, a été immédiatement traduit dans plusieurs langues de l'Europe. Il faut dire que la bataille de Solferino et les pertes qui ont été induites, faute de soins prodigués à temps aux blessés, a profondément ébranlé Napoléon III, qui met immédiatement fin à la guerre. Les médecins-chefs de chaque armée ont également été alarmés sur les conséquences de ces hécatombes sur les effectifs de leur armée. Car enfin, soyons clairs, un soldat rafistolé, c'est un homme qu'on peut renvoyer à la boucherie. Le livre est traduit dans pratiquement toutes les langues d'Europe, toutes les personnalités influentes s'en emparent. C'est le cas de Gustave Moignet, jeune juriste de 38 ans qui préside la Société genevoise d'utilité publique, la SGUP. Le 9 février 1863, il présente les conclusions de Dunant à la SGUP. Monsieur Dunant, vous vous méfiez d'emblée de ce jeune juriste aux dents longues que vous suspectez de vouloir s'emparer de votre projet. L'avenir prouvera que vous aviez raison. De son côté, la SGUP trouve le projet trop ambitieux par rapport à ses moyens. Il faudra l'intervention de deux membres spécialistes de la chirurgie de guerre, les docteurs Louis Appia et Théodore Maunoir, pour tourner un premier vote négatif en une proposition de créer une commission. Les procès-verbaux de ces discussions font état que vous, M. Dufour, intervenez en réitérant vos propos à M. Dunant, à savoir que l'exécution d'un tel projet est difficile, mais, et on vous reconnaît bien là, vous voyez déjà au-delà quelque chose de plus grand et en bon visionnaire, vous proposez la tenue d'un congrès. Les archives de la SGUP révèlent que la commission, lors de cette séance du 9 février 1863, est chargée de rédiger un mémoire sur les propositions de Dunant à soumettre au Congrès international de bienfaisance à Berlin en été 1863. M. Moignet propose en outre, appuyé par M. Dunant, que la commission se déclare elle-même constituée en comité international permanent. Cette motion est adoptée à l'unanimité et M. le général Dufour est nommé par acclamation président de ce comité qui continuera donc à exister comme
Comité international de secours aux blessés en cas de guerre, une fois que le mandat qui lui a été confié par la Société genevoise d'utilité publique aura pris fin. Ces mêmes archives révèlent que le général Dufour ne se pas d'emblée une foi bien vive dans la possibilité d'organiser la charité privée pour venir au secours des blessés. Comme il n'apporta point dans les commissions un esprit d'opposition systématique, mais qu'il y vint au contraire avec un sincère désir de trouver au problème une solution qui satisfit tout le monde, il ne tarda pas à se laisser convaincre. C'est vrai, monsieur Dunant, que j'ai pris quelques jours de réflexion après la réunion du 9 février. Il me souvient d'ailleurs vous avoir confirmé mon ralliement le samedi 14 février 1863 par ce billet. Mon cher monsieur, je ferai très volontiers partie de votre commission et vous pourriez la convoquer pour mardi à 1h. La commission est donc composée de 5 membres, ou parfois son appellation de comité des 5. On a d'abord le concepteur, Henri Dunant. Vous avez le juriste Moignet, vous avez les 2 chirurgiens de guerre et vous avez l'homme qui pourrait peut-être rendre cela possible, vous, mon général Dufour. Je dois dire qu'avec vous, les affaires ne traînent pas. Et en l'espace de 8 jours, dont 5 de réflexion, on passe d'une proposition de créer une commission à la tenue concrète d'une première séance le mardi 17 février 1863. Cette date est importante puisque la Croix-Rouge est née. À noter qu'au passage, les différents noms du Comité international de secours aux blessés, Comité genevois, Comité international genevois, Comité genevois de secours pour les militaires blessés. Le comité se met aussitôt au travail. Il réunit en un projet cohérent différentes suggestions, les infirmiers volontaires, les signes distinctifs, la neutralisation des ambulances, etc., certes interdépendantes, mais qui isolément n'auraient eu qu'un meilleur impact sur la situation des blessés. Deuxièmement, il inscrit d'emblée son projet dans la durée. Il n'est plus question ici de ces associations charitables qui se forment spontanément au lendemain des grandes batailles et dont les secours, faute de préparation, arrivent le plus souvent trop tard. Les nouveaux comités seront permanents et devront préparer dès les temps de paix à s'acquitter de leur mission. De même, il n'est plus question de ces cartels éphémères que les circonstances permettent trop rarement de conclure à la veille d'une bataille en vue de la neutralisation des ambulances et qui deviennent caduques dès la fin des combats. Il faut un traité indissoluble, conclu dès le temps de paix et valable pour tous les conflits. Ainsi seulement la sauvegarde des ambulances sera garantie dès l'ouverture des hostilités et pour toute la durée de la guerre. Enfin, le comité installe résolument son œuvre sur une base internationale. Par-dessus les frontières, les comités nationaux seront unis par un véritable lien de solidarité internationale. De même, un principe international conventionnel et sacré devra unir le plus grand nombre de puissances. À cette condition seulement, les blessés seront effectivement recueillis et soignés à quelle nation qu'ils appartiennent. Toujours selon les archives de la SGUP, votre apport est décisif. Je cite: « Ce sincère désir de trouver une solution se manifeste dès la première séance. Dufour y formula les conditions qui, selon lui, pourraient permettre de former des sociétés de secours. Pourriez-vous nous les résumer ? » Mais bien volontiers. Alors, il s'agit tout d'abord d'obtenir le consentement unanime des souverains, car il serait inutile de créer des corps de volontaires si le gouvernement n'en veut pas. Ensuite, fonder ces comités et non des sociétés, mais partout en Europe, afin de pouvoir intervenir simultanément en cas de nécessité et en définir clairement les statuts. Puis, placer des gens de bonne volonté qui apporteraient leur aide à la disposition des états-majors. Et enfin, munir ces auxiliaires d'un uniforme et d'un brassard adopté universellement pour ne pas être repoussés quand ils se présenteraient. En été 1863, coup de théâtre. Le comité international apprend que le congrès de Berlin n'aura pas lieu. Il entendait y faire saisir la question des infirmiers volontaires. Sans hésiter, dans sa séance du 25 août, il décide de réunir à Genève, le 26 octobre 1863,
une conférence internationale dont l'objet sera d'étudier les moyens de pourvoir à l'insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne. Le 1er septembre, le comité international envoie une invitation à tous les gouvernements de l'Europe, ainsi qu'à beaucoup de notabilités militaires, médicales et philanthropiques. Il y joint un projet de concordat dont les 10 articles posent les principes généraux de l'œuvre. Compromis, à votre grande âme, Monsieur Dunant, la question de la neutralisation des blessés, qui vous est pourtant si chère, jugée trop ambitieuse, ne sera pas abordée. C'est vrai, et j'en étais totalement dépité à l'époque. Mais j'étais bien déterminé à corriger le tir à la première occasion. Elle s'est présentée lors du congrès de statistiques de Berlin qui se terminait le 12 septembre, et j'y représentais le comité de Genève. Dans le dos de mes collègues, j'en ai donc profité pour adresser une seconde invitation, datée du 15 septembre, où j'ai repris cette question de la neutralisation des blessés du personnel soignant. Inutile de vous dire qu'à Genève, on n'a pas beaucoup apprécié. Mon retour a été assez houleux, mais qu'importe, j'avais préservé l'essentiel. Et il se trouve que j'ai gardé cette lettre, et j'en ai une copie ici même, donc si vous voulez, je peux vous la lire. Son Excellence, Monsieur le Comte d'Eulenburg, ministre de l'Intérieur de Prusse, a fermé solennellement le congrès de statistiques de Berlin samedi 12 septembre. Dans cette séance, le congrès, qui avait été nanti de sujet de la formation des sociétés internationales et permanentes de secours pour les militaires blessés en temps de guerre, a pris une résolution entièrement favorable à ce projet. Monsieur Henri Dunant, de Genève, l'auteur de Un souvenir de Solferino, qui, comme on le sait, a proposé la formation de ces sociétés, avait été délégué par le comité de Genève pour assister au congrès, et il a présenté au nom de ce comité une convocation pour une conférence internationale sur ce sujet spécial qui aura lieu à Genève le 26 octobre. Cette proposition avait été remise à la 4e section du congrès, composée en partie de médecins militaires, pour qu'elle en fît un rapport à l'Assemblée générale. Ce rapport a été très sympathique à cette question, et le rapporteur de la 4e section, qui se trouvait être justement monsieur le docteur Basting, chirurgien-major des Pays-Bas, traducteur de Un souvenir de Solferino et qui connaissait à fond le plan proposé, l'a développé à l'Assemblée et a invité les membres du Congrès à se rendre à la conférence de Genève le 26 octobre. Les conclusions de la 4e section ont été adoptées à l'unanimité avec des marques de vive approbation. En conséquence de l'accueil favorable fait à son plan dans le Congrès de statistiques, le comité de Genève propose, en outre du projet de concordat, premièrement, que chaque gouvernement d'Europe daigne accorder sa protection spéciale et son haut patronage au comité général national qui doit être créé dans chacune des capitales de l'Europe et qui sera composé des personnes les plus honorables et les plus estimées. Deuxièmement, que ces mêmes gouvernements déclarent que désormais le personnel médical militaire et ceux qui en dépendent, y compris les secoureurs volontaires reconnus, seront regardés comme personnes neutres par les puissances belligérantes. Troisièmement, que, en temps de guerre, les gouvernements s'engagent à faciliter les moyens de transport du personnel et des provisions charitables que ces sociétés enverront dans les pays envahis par la guerre. Enfin, le comité de Genève désire que la conférence internationale étudie et discute les moyens de réaliser cette œuvre éminemment humanitaire et philanthropique tout en respectant les lois, les habitudes et les usages des différentes nations de l'Europe. Il désire également que la conférence examine comment, dans une lutte entre grandes puissances, on pourra porter les secours les plus efficaces sur le théâtre de la guerre pour les ressortissants de l'une et l'autre armée, en évitant soigneusement toute idée d'espionnage et tout ce qui serait en dehors du but spécialement charitable et chrétien de cette œuvre excellente. Le comité de Genève espère donc que les gouvernements de l'Europe voudront bien donner à leurs délégués à cette conférence les instructions nécessaires à ces divers égards. Le secrétaire du comité de Genève, Jean-Henri Dunant, Berlin, le 15 septembre 1863. Le congrès aura finalement lieu au palais de l'Athénée de Genève du 26 au 29 octobre 1863, et si je me souviens bien, 36 personnes étaient présentes, dont 14 délégués de gouvernement, 6 délégués de diverses organisations, et, comme ce fut le cas avec Pictet de Rochemont au congrès de Vienne en 1815, 7 personnes venues à titre privé. Ce caractère hybride, à la fois public et privé, s'est perpétué dans les conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui ont depuis lieu tous les 4 ans.
Et c'est vous, Monsieur Dufour, qui présidez cette conférence, secondé par Gustave Ragnier, le juriste. Oui, j'ouvre prudemment cette conférence. Je ne souhaite pas mettre la pression sur le Congrès. J'avance pas à pas. Je recherche un consensus qui permettrait d'aller de l'avant. Nous sommes réunis, messieurs, pour voir s'il n'y aurait pas quelques possibilités de réaliser une idée philanthropique émise dans l'ouvrage d'Henri Dunant. Nous n'affirmons pas, a priori, que cette possibilité existe, mais nous espérons que cette assemblée d'hommes essentiellement capables de s'occuper de semblables questions pourra arriver à la solution du difficile problème que nous nous sommes posés. Cela est désirable pour tout le monde, mais avant tout pour les malheureux soldats. On ne se pénètre pas assez la situation d'un homme servant comme simple soldat et qui, le plus souvent après avoir supporté pendant longtemps des privations de tout genre, arrive sur le champ de bataille et là, après avoir combattu pour son drapeau avec courage et dévouement, se trouve pour récompense livré à des douleurs qui vont jusqu'à la torture auquel le moindre soulagement fait défaut et qui se doublent souvent des affreuses angoisses de l'abandon. J'ai ensuite posé la question, caressons-nous, messieurs, une vaine utopie? Le but que nous voudrions atteindre est-il tellement élevé que la réunion de tous nos efforts ne puisse y suffire? S'il en est ainsi, il faudra bien s'incliner, mais nous aurons toujours eu le mérite d'avoir tenté l'entreprise. Et je suis resté très mesuré dans mes attentes. Ainsi, nous ne devons pas être découragés d'avance par la perspective d'un succès momentané. Mes propos mesurés ont fait leur effet. La conférence de 1863 adopte pour base un projet de concordat préparé par le Comité international et qui se termine par l'adoption de 10 résolutions et la soumission de 3 vœux qui constituent les fondements des sociétés de secours aux militaires blessés. Je me rappelle d'ailleurs avoir inscrit dans mes notes, à la fin du mois d'octobre 1863, il a été tenu sous ma présidence un congrès international pour aviser aux moyens de porter secours aux blessés des champs de bataille, indépendamment des secours réguliers qu'ils peuvent trouver dans les ambulances militaires. Ce congrès a excité une vive sympathie. Presque toutes les nations de l'Europe étaient représentées par de grands personnages de l'ordre médico-militaire. Cependant, il n'y a été pris aucune résolution obligatoire parce que c'était plutôt une simple conférence qu'un congrès proprement dit. Félicitations, Monsieur Dunant. Grâce à votre détermination et votre opiniâtreté, votre rêve est en passe de devenir réalité. La conférence de Genève a accepté vos propositions et les a transposées officiellement à l'international sous la forme de 10 résolutions et 3 vœux. Je pense que c'est à vous que revient l'insigne honneur de nous en donner lecture. C'est bien aimable à vous, Monsieur Dufour, mais je tiens toutefois à préciser qu'en sans vous, nous n'y serions pas arrivés. Je vais donc vous lire les résolutions de la Conférence internationale de Genève. La Conférence internationale, désireuse de venir en aide aux blessés dans les cas où le service de santé militaire serait insuffisant, adopte les résolutions suivantes. Article 1er. Il existe dans chaque pays un comité dont le mandat consiste à concourir en temps de guerre, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, au service de santé des armées. Ce comité s'organise lui-même de la manière qui lui paraît la plus utile et la plus convenable. Article 2. Des sections en nombre illimité peuvent se former pour seconder ce comité, auquel appartient la direction générale. Article 3. Chaque comité doit se mettre en rapport avec le gouvernement de son pays pour que ses offres de services soient agréées le cas échéant. Article 4. En temps de paix, les comités et les sections s'occupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout genre et en cherchant à former et à instruire des infirmiers volontaires. Article 5. En cas de guerre, les comités des nations belligérantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées respectives. En particulier, ils organisent et mettent en activité les infirmiers volontaires et ils font disposer, d'accord avec l'autorité militaire, des locaux pour soigner les blessés. Ils peuvent solliciter le concours des comités appartenant aux nations neutres. Article 6.
Sur l'appel ou avec l'agrément de l'autorité militaire, les comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires. Article 7. Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées doivent être pourvus par le comité respectif de tout ce qui est nécessaire à leur entretien. Article 8. Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge. Article 9. Les comités et les sections des divers pays peuvent se réunir en congrès internationaux pour se communiquer leur expérience et se concerter sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'œuvre. Article 10. L'échange des communications entre les comités des diverses nations se fait provisoirement par l'entremise du comité de Genève. Indépendamment des résolutions ci-dessus, la conférence émet les vœux suivants. A. Que les gouvernements accordent le rôle de protection aux comités de secours qui se formeront et facilitent autant que possible l'accomplissement de leur mandat. B. Que leur neutralisation soit proclamée en temps de guerre par les nations belligérantes pour les ambulances et les hôpitaux, et qu'elle soit également admise de la manière la plus complète pour le personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les blessés et pour les blessés eux-mêmes. Et C, enfin, qu'un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de toutes les armées ou tout au moins pour les personnes d'une même armée attachées à ce service. Qu'un drapeau identique soit aussi adopté dans tous les pays pour l'ambulance et les hôpitaux. Genève, octobre 1863, le secrétaire de la conférence, Jean-Henri Dunant. Alors, vous l'avez entendu à l'article 8, tout d'un coup, il semble qu'un emblème à croix rouge sur fond blanc ait été choisi, mais sans qu'on sache qui l'a proposé et comment le dessiner. Qui en a eu l'idée, qui peut s'en attribuer la paternité? Cette question continue de tarauder les experts. Pour les descendants, c'est Louis Appia, dès le début, qui préconise un drapeau blanc, qui est déjà reconnu pour les redditions ou les parlementaires sur le champ de bataille. Le CICR, lui, semble avoir tranché pour l'inversion du drapeau suisse. L'unicité et l'universalité de l'emblème protecteur vont de pair avec sa neutralité, et j'aurai peut-être l'occasion, si on a le temps plus tard, d'y revenir. Pour cette fin octobre 1863, le projet de Dunant est sur de bonnes voies. Voyez un peu où il nous mène. Le 13 mars 1864, M. Dufour, vous remettez votre présidence à Gustave Moignet, qui la gardera jusqu'à sa mort le 21 août 1910. On vous nomme président d'honneur, et c'est à ce titre que le 26 mai 1864, avec Gustave Moignet président, vous écrivez au Conseil fédéral pour requérir sa haute intervention pour provoquer un congrès. Le comité genevois n'est en effet pas qualifié pour des tractations diplomatiques, seule voie pour y parvenir. Vous observerez au passage que l'emblème de la Croix-Rouge qui apparaît pour la première fois sur un document. Le Conseil fédéral accède à votre demande et le 8 août 1864, elle adresse une convocation à toutes les chancelleries d'Europe, aux États-Unis, au Brésil et au Mexique, les invitant à une conférence diplomatique qui se tiendra à Genève le 8 août 1864. Monsieur le Général, pouvez-vous nous relater ce qu'il est advenu par la suite? Le 19 juillet, le Conseil fédéral nous nomme Gustave Moignet, le docteur Lehmann et votre serviteur, délégué plénipotentiaire de la Suisse au Congrès international de secours pour les militaires blessés. Voici les instructions que nous avions reçues. 1. Discuter avec le Conseil d'État de Genève des questions logistiques. 2. Souhaiter la bienvenue au nom du Conseil fédéral aux plénipotentiaires étrangers. 3. Accorder aux 3 membres du comité international genevois non revêtus des pouvoirs de la Confédération et aux membres du Conseil d'État la faveur d'assister comme auditeurs aux séances du Congrès. Et pour faire taire les rumeurs, je précise que oui, M. Dunant, il était bien dans la salle, mais seulement comme auditeur. 4. Voter avec les pleins pouvoirs toute proposition concernant le but et l'organisation, mais reporter immédiatement au Conseil fédéral toute proposition imprévue et urgente. 5. Signer au
au nom de la Confédération suisse, une convention internationale sous réserve de ratification de l'Assemblée fédérale. S'agissant du vœu B, voter en principe pour la neutralisation la plus complète, mais si elle devait être limitée, adhérer aux restrictions qui leur paraîtront convenables. Et s'agissant du vœu C, se prononcer de préférence pour le brassard blanc avec une croix suisse proposé par la conférence d'octobre. Le Conseil fédéral m'a chargé de présider la conférence qui doit s'ouvrir le 8 août 1864 dans la salle de l'Alabama de l'Hôtel de Ville de Genève. 16 pays, 26 délégués avaient répondu à l'appel. Je vous propose de visualiser le placement de chaque légation dans la salle. Aux côtés de la Suisse, vous trouverez la France, la Prusse, la Grande-Bretagne, le BAD, la toute jeune Italie, les États-Unis, la Suède, le Wurtemberg, le Portugal, les Pays-Bas, la Saxe, le Danemark, la Belgique, le Hesse et l'Espagne, avec en rouge les délégués qui ne signeront pas. Ça fait tout drôle de parler de pays qui auront disparu 7 ans plus tard avec la naissance du Deuxième Reich allemand sur les ruines du Deuxième Empire français. Triste fin pour mon ami Napoléon III. J'ai été très affecté par cette défaite de Sedan, qui nous ramène à cette 10e anniversaire du sentier didactique des Bourbaki, que célèbrent ce week-end nos amis de l'association Bourbaki les Verrières. La conférence d'août 1864 va durer 2 semaines. J'ai personnellement rédigé le projet de convention devant servir de base en discussion, et le texte n'a subi de changements majeurs au cours des débats. Je me rappelle avoir inscrit dans mes notes, chose rare dans un congrès diplomatique, il ne s'agissait point ici de débattre des intérêts contradictoires, ni de concilier des prétentions opposées. Tout le monde était d'accord. Le seul but que se proposa était de consacrer solennellement un principe humanitaire, savoir la neutralité des soldats blessés et de tout le personnel employé à les secourir. En fait, le texte de la Convention était déjà prêt le 19 août, mais quelques plénipotentiaires devaient encore obtenir la main de leur gouvernement, si bien que la signature n'est intervenue que le 22 août 1864. C'est d'ailleurs une date que je ne suis pas prêt d'oublier, en raison du coup d'État qui eut lieu ce jour-là à Genève, dans la cour même de l'Hôtel de Ville où nous tenions nos assises. Le Conseil d'État avait été déposé et la Confédération a dû dépêcher la troupe fédérale pendant 6 mois pour rétablir l'ordre. Grâce aux archives des ministères de la Guerre et des Affaires étrangères à Paris, nous savons que ce consensus initial ne fut pas acquis sans concertation préalable. Donc il y a eu tout un gros travail en amont, notamment entre le général Dufour et Jägerschmidt, délégué par le ministère des Affaires étrangères français, par le ministre Édouard Drouin de Lhuys, qui naviguait entre le support inconditionnel de Napoléon III et son ministre de la Guerre, Jacques Randon, qui était le premier concerné par les décisions qui seraient prises. La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne est signée le 22 août 1864 par 12 États, le BAD, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Hesse, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse et le Wurtemberg, dont voici le portrait des signataires. Et c'est quand même assez rare, et là je vous engage un petit peu à visualiser, on est déjà proche de ce qui va arriver chez vous. On a les puissances qui se font face, la France, 3 délégués, la Prusse, 3 délégués. On a ici la toute jeune Italie qui va avoir un rôle à jouer puisqu'elle va soutenir la Prusse. Et puis donc on voit ces pays comme le BAD, le Wurtemberg, le Hesse, donc des pays qui vont disparaître avec l'avènement du Deuxième Reich. Vous pourrez découvrir en fin d'exposé une vidéo de la lecture protocolaire
de cette convention par Dominique Louis, chef du protocole de la République et canton de Genève, ancien chef, réalisé dans le salon Croix-Rouge de la Maison du Four, entre le tableau du Maresque et le portrait des signataires. Je laisse à l'historien genevois Jean-Daniel Cando le soin de nous résumer ce chapitre de la Croix-Rouge dans un extrait d'un film de la RTS de 1987, tourné à l'occasion du bicentenaire de la naissance du Dufour, intitulé « Voilà 200 ans, naissait le général Dufour ». Il est incontestable que pour nous, Suisses, le grand fait qui mérite notre reconnaissance à Dufour, c'est d'avoir résolu la crise du Sonderbund, mais pour l'humanité, c'est d'avoir été l'un des pères fondateurs de la Croix-Rouge. Et il n'y a pas de doute non plus que si Henri Dunant n'avait pas rencontré l'appui non seulement du juriste Moignet, qui était encore un inconnu à cette époque, mais surtout de ce prestigieux général vainqueur qui jouissait d'une autorité incontestée en Suisse et ailleurs, et qui de plus était l'ami intime, le correspondant, on l'a dit tout à l'heure, de Napoléon III, le maître de la France d'alors. S'il n'avait pas eu l'appui de Dufour, la Croix-Rouge aurait peut-être connu le sort de beaucoup de ces entreprises un peu utopiques, un peu idéalistes, qui démarrent très bien et qui ensuite disparaissent parce que, dans le fond, elles ne trouvent pas dans la population, dans les conseils politiques, les appuis nécessaires. Ça a été l'œuvre, le succès de Dufour d'avoir su intéresser et Napoléon III et le gouvernement fédéral suisse à l'entreprise, et peu à peu, en faisant boule de neige, tous les gouvernements ont signé la fameuse convention de 1864. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur l'apport de Dufour dans le cadre de la création de la Croix-Rouge. Voyons maintenant un peu ce qu'il est advenu de Dunant après 1864. Si cette année 1864, elle représente l'aboutissement de son projet humanitaire, elle va aussi marquer le début d'une descente aux enfers qui va l'amener à coucher sous les ponts à Paris et à venir terminer ses jours malade et démuni à Heiden, en Appenzell, au extérieur. Et sans entrer dans les détails, les 3 années qui vont suivre vont conditionner le reste de son existence. Ces années de galère, elles débutent en 1865, une année catastrophique pour ses affaires algériennes en raison de plusieurs révoltes, d'une épidémie de choléra, d'une invasion de sauterelles, de séismes d'hiver, de sécheresse et d'un hiver inhabituellement rigoureux. Pour un chef d'entreprise, ça fait quand même un peu beaucoup. Nul doute aussi que tout accaparé qu'il était dans son aventure de la Croix-Rouge, il n'a pas donné peut-être toute l'attention voulue à ses affaires commerciales. Ses affaires financières en 1867 sont désastreuses. En mars, il décide de quitter Genève, il n'y reviendra plus. En avril, le Crédit Genevois, banque qui finance ses opérations commerciales, dont il est l'un des administrateurs, tombe en faillite. Il doit annoncer la faillite de sa société de moulins de Mons-Gémila à ses proches, à ses amis, à tous ceux qui lui ont fait confiance, ils lui pardonneront pas. Il est ruiné et endetté pour près d'1 million de francs de l'époque. De plus, il est condamné par la Cour de justice pour avoir sciemment trompé ses collègues. Le 25 août 1867, il démissionne de son poste de secrétaire du Comité international de la Croix-Rouge et quelques jours plus tard, le 8 septembre, le comité décide que sa démission est acceptée, non seulement comme secrétaire, mais aussi comme membre du comité. En Appenzell, Rhodes extérieur, plus précisément à Heiden, où Dunant a fini péniblement sa vie, se trouve un musée, Henri Dunant, qui a fait peau neuve cette année. Donc vous pourrez découvrir dans un instant le film Henri Dunant, visionnaire et philanthrope, que le musée a réalisé sur cette sombre partie de la vie de Dunant, que nous connaissons très mal. Ça, c'est pour Dunant, qui va s'éteindre en 1910, mais la Croix-Rouge continue. Et pour ce qui s'est passé pour la Croix-Rouge après ce 22 août 1864, je passe plus la parole à Henri Dunant, mais à Cédric Cotter, cette fois dans sa qualité d'historien aux archives et à la bibliothèque du CICR. Ok, merci. Alors, on vous a raconté aujourd'hui la création de la toute première convention de Genève. Elle a été ratifiée par la Confédération helvétique le 1er octobre 1864, donc très peu de temps après.
Le CICR, qu'on connaît maintenant sous ce titre, s'appelait donc Comité international de secours aux blessés, mais c'est seulement en 1875, le 20 décembre, qu'il a pris le nom de Comité international de la Croix-Rouge, qui est le nom qu'on connaît toujours actuellement. Le CICR ainsi que l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge suivent 7 principes fondamentaux, à savoir l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Donc ce sont des principes qui se sont quand même développés tout au long de l'histoire. La neutralité du début, les autres se sont un peu agrégés. Et c'est en 1965, lors de la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Vienne, qu'ils ont été formellement adoptés. Donc on va célébrer ou commémorer leur anniversaire au mois d'octobre. Aujourd'hui, les conventions de Genève, elles sont au nombre de 4. Elles ont été signées en août 1949. La première convention de Genève protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre. C'est donc une version révisée et mise à jour de la convention de 1864. La deuxième convention protège les militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre. La troisième convention s'applique aux prisonniers de guerre. Et la quatrième convention, enfin, assure la protection des civils, notamment en territoires occupés. Et donc, tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient relève de la quatrième convention de Genève, qui n'est donc pas suffisamment respectée, pas du tout. Globalement, ces 4 conventions s'occupent plutôt sont dédiées aux conflits armés internationaux, et c'est leur article 3 commun, donc l'article 3 qu'on trouve dans chacune des conventions, qui couvre pour la première fois les situations de conflits armés non internationaux, qui ont très vite constitué le gros des conflits armés. Tous les conflits de décolonisation, par exemple, de libération, étaient sous le scope de l'article 3 commun. Les 4 conventions ont ensuite ultérieurement été complétées par 3 protocoles additionnels. Les 2 protocoles additionnels de 1977, le premier qui est relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, ainsi que le second relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, qui complète l'article 3 commun qui n'était pas suffisant. Et enfin, le troisième protocole additionnel de 2005, qui a consacré l'emblème du cristal rouge, qui est un troisième emblème qui peut être utilisé par les différentes sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. À noter que tous les États du monde ont signé les 4 conventions de Genève, que beaucoup ont signé le premier protocole additionnel, mais qu'un certain nombre n'ont pas encore signé le second protocole additionnel pour la protection des civils dans les conflits armés non internationaux. Et pour conclure, il est intéressant de mentionner que Dufour a été membre assidu du CICR. Ainsi, sur les 227 séances de la Croix-Rouge qui ont été tenues de son vivant, il en a participé à 214, donc à l'immense majorité. Ce qui n'a pas été le cas de tous les membres d'ailleurs du comité tout au long de l'histoire. En 2010, 194 pays avaient adopté les conventions. Je pense qu'il y en a un petit peu plus avec la création du Soudan du Sud en 2011. Et alors que l'Union a reçu le tout premier prix Nobel de la paix et de l'équipation en 1901, le CICR, lui, l'a reçu 3 fois, en 1917, en 1944 et en 1963. Et c'est la seule organisation au monde à avoir reçu 3 prix Nobel. Il y a d'autres qui en ont reçu 2, et Marie Curie qui en a reçu 2 dans 2 domaines différents. Voilà. Merci Cédric. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme. On vous remercie de votre attention et puis je remercie mes 2 collègues qui sont prêtés à cet exercice. Et puis je vous laisse dans la lecture protocolaire de cette convention. Je passe la parole à Dominique Louis, ancien chef du protocole. Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. La Confédération suisse, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi du Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Hesse, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, également animé du désir d'adoucir, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre,
de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer le sort des militaires blessés sur les champs de bataille, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leur plénipotentiaire savoir la Confédération suisse, le sieur Guillaume-Henri Dufour, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, général en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil des États. Le sieur Gustave Moignet, président du Comité international de secours pour les militaires blessés et de la Société genevoise d'utilité publique. Et le sieur Samuel Lehmann, colonel fédéral, médecin en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil national. Son Altesse royale le Grand-Duc de Bade, le sieur Robert Woltz, chevalier de l'ordre du Lion de Zeringen, docteur en médecine, conseiller médical à la direction des affaires médicales, et le sieur Adolphe Steiner, chevalier de l'ordre du Lion de Zeringen, médecin-major. Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Auguste Vicherche, officier de l'ordre de Léopold, conseiller au Conseil des Mines. Sa Majesté le roi du Danemark, le sieur Charles-Émile Fenger, commandeur de l'ordre de Dalborg, décoré de la croix d'argent du même ordre, grand croix de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., son conseiller d'État. Sa Majesté la Reine d'Espagne, le sieur Don José Heriberto Garcia de Quevedo, gentilhomme de sa chambre avec exercice, chevalier grand-croix d'Isabelle la catholique, commandeur numéraire de l'ordre de Charles III, chevalier de première classe de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, officier de l'ordre royal de Saint-Sauveur, etc., chef de bataillon d'état-major. Sa Majesté le roi des Français, le sieur Georges Charles Jägensmith, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, officier de l'ordre de Léopold de Belgique, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse de 3e classe, etc., etc. Son directeur au ministère des Affaires étrangères. Le sieur Henri-Eugène Séguineau de Préval, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre impérial du Medjiétier de 4e classe, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare d'Italie, etc., etc., son intendant militaire de première classe. Et le sieur Martin-François Boudier, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre impérial de Medjidier de 4e classe, décoré de la médaille de la valeur militaire d'Italie, etc., etc., médecin principal de 2e classe. Son Altesse royale le Grand-Duc de Hesse, le sieur Charles-Auguste Broderick, chevalier de l'ordre de Philippe le Magnanime, de l'ordre de Saint-Michel de Bavière, officier de l'ordre royal de Saint-Sauveur, etc., chef de bataillon d'état-major. Sa Majesté le roi d'Italie, le sieur Jean Capello, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, son consul général en Suisse, et le sieur Félix Baroffio, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, médecin de division. Sa Majesté le roi des Pays-Bas,
le sieur Bernard Hortainus Theodor Henri Westenberg, officier de son ordre de la couronne de Chêne, chevalier des ordres de Charles III d'Espagne, de la couronne de Prusse, d'Adolphe de Nassau, docteur en droit, son secrétaire de légation à Francfort. Sa Majesté, le roi du Portugal et des Algarves, le sieur José Antonio Marques, chevalier de l'ordre du Christ, de Notre-Dame de la Conception de Vilviciosa, de Saint-Benoît d'Avise, de Léopold de Belgique, etc., docteur en médecine et chirurgie, chirurgien de brigade, sous-chef du département de santé au ministère de la Guerre. Sa Majesté le roi de Prusse, le sieur Charles Albert de Kampf, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge, etc., etc., etc. Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, conseiller intime de légation, le sieur Godefroy Frédéric François Leflers, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de 3e classe, etc., etc. Docteur en médecine, médecin général du 4e corps d'armée, et le sieur Georges Hermann Jules Ritter, chevalier de l'ordre de la couronne de 3e classe, etc., etc., conseiller intime au ministère de la Guerre. Sa Majesté le roi de Württemberg, le sieur Christoph Ulrich Hahn, chevalier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare, etc., docteur en philosophie et théologie, membre de la direction centrale et royale pour les établissements de bienfaisance, lesquels, après avoir échangé leur pouvoir, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants. Article 1. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire. Article 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir. Article 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent. Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l'armée occupante. Article 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière. Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel. Article 5. Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence. Tout blessé recueilli
et soigné dans une maison, il servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. Article 6. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque nation qu'ils appartiennent. Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties. Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir. Les autres pourront être également renvoyés à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue. Article 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toutes circonstances, accompagné du drapeau national. Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. Le drapeau et les brassards porteront croix rouge sur fond blanc. Article 8. Les détails d'exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention. Article 9. Les hautes puissances contractantes seront convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n'ont pas envoyé des plénipotentiaires à la conférence internationale de Genève en les invitant à y accéder. Le protocole est, à cet effet, laissé ouvert. Article 10. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Berne dans l'espace de 4 mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève, le 22e jour du mois d'août de l'an 1864. Signé Général Guillaume-Henri Dufour, Gustave Moignet, Samuel Lehmann, Confédération helvétique. Robert Foltz, Adolf Steiner, Grand-Duché de Bade. Auguste Vicherche, Royaume de Belgique. Charles-Émile Fenger, Royaume du Danemark. Don José Heriberto García de Quevedo, Royaume d'Espagne. Georges Charles Jägersmith, Henri-Eugène Séguineau de Préval, Martin-François Boudier, Royaume des Français. Charles-Auguste Brodruck, Grand-Duché de Hesse. Jean Capello, Félix Baroffio, Royaume d'Italie. Bernard Hortenus Théodore Henri Westenberg, Royaume des Pays-Bas.
José Antonio Marques, royaume du Portugal et des Algarves. Charles Albert de Kampf, Godefroy Frédéric François Leflers, Georges Hermann Jules Ritter, royaume de Prusse. Christoph Ulrich Hahn, royaume de Württemberg.